bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jérémy. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? J'ai 45 ans, je travaille à BFM TV depuis plus de 10 ans, je suis journaliste. J'ai longtemps travaillé au service politique. J'ai pris une année sabbatique dernièrement et là, depuis la rentrée, je travaille pour la matinale. Mais je travaille le soir, donc un peu en amont pour préparer les éditions matinales du 6-9. Donc, tu disais que tu venais de prendre une année sabbatique. Comment elle est venue, cette envie de faire ce break ? Elle est venue un peu par la force des choses. J'ai été un petit peu contraint, c'est-à-dire que avant mon année sabbatique, j'ai dû être arrêté, un arrêt maladie de 4 mois suite à une dépression. Puis au moment où il était question que je reprenne le travail, j'ai eu des discussions avec ma direction sur ce que j'allais faire la saison prochaine. Et donc j'étais fléché tout naturellement vers la politique, puisque j'étais adjoint au service politique à BFM TV. Et je devais donc suivre la campagne de 2022, puisqu'on était à l'été 2021. Et je me sentais pas du tout en mesure de le faire. Déjà parce que encore un peu fragilisé par l'arrêt maladie et par la dépression, personnellement. Et parce que je sais aussi l'implication, l'énergie que ça demande de couvrir une campagne pour une chaîne info. Je l'ai fait en 2012, je l'ai fait en 2017. Et donc, voilà, j'étais un peu face à un dilemme et je me suis demandé ce qui serait finalement la meilleure chose pour moi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas prendre une année sabbatique? En fait, tu as vraiment besoin de temps pour toi. Tu as vraiment été fragilisé, déstabilisé. Voilà, l'idée est venue comme ça, un peu plus par la force des choses, un peu contraint finalement que par vraiment un choix. J'avais le sentiment que au fond c'était la meilleure option pour moi, que j'en avais vraiment besoin. Cette dépression, elle était liée au travail ou à d'autres facteurs ? Je pense un peu les deux. Je pense qu'il y a à la fois des situations de vie, des blessures, des fragilités qui se sont réveillées personnelles, anciennes. Donc ça. C'est un élément, et je pense qu'il y avait aussi une forme de surmenage, burn-out, je sais pas si on peut parler d'un burn-out, mais en tout cas une forme d'épuisement aussi professionnel dans le rythme, ce qui fait qu'au bout d'un moment j'ai plus réussi à gérer, j'avais plus du tout les ressources pour gérer les missions qui étaient les miennes. Et donc voilà, c'est comme ça que je relis un petit peu ce qui m'est arrivé. On dit burn-out c'est professionnel, dépression c'est plus personnel. Moi, ce que je comprends, c'est que les choses sont jamais très étanches au fond, et que on dit qu'un burn-out au fond, on n'arrive pas à s'arrêter parce qu'il y a une soif de reconnaissance et qui vient au fond, on cherche à travers le travail à combler quelque chose de très personnel, au fond d'un manque ou d'une faille personnelle. Donc la frontière perso-pro finalement est pas étanche, je pense, et donc je crois qu'il y a les deux facteurs ont fait que j'ai été contraint de m'arrêter malgré moi. Tu y avais déjà pensé à cette année sabbatique ? C'était quelque chose auquel tu rêvais ? Pas du tout. J'ai jamais été hyper investi dans mon travail, très heureux de le faire depuis tout petit. C'était mon rêve de gosse, donc ne comptant pas ses heures, très heureux de faire ce que j'avais à faire. Et moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. J'ai jamais eu ça vraiment en tête de m'arrêter, de faire un tour du monde. Donc voilà, c'est pour ça que quand l'idée a germé, je l'ai trouvée au départ un peu exotique, parce que c'était pas du tout dans mon logiciel de pensée et d'action. Mais encore une fois, la vie m'a obligé au fond à m'arrêter, sans doute parce que j'en avais besoin. Ça a été facile de négocier cette année sabbatique avec ta direction ?
Déjà, il faut accepter l'idée dans mon cas et dans le cas particulier qui était le mien, accepter l'idée de prendre une année sabbatique quand on a toujours été très investi dans son travail et que c'était quelque chose de très important. Donc déjà, faut déjà l'accepter soi, accepter qu'on a besoin de temps, qu'on a besoin de s'arrêter, qu'on n'est pas Superman. Et puis, vis-à-vis de ma direction, ça a été au final assez simple parce que, voilà, ils ont compris que j'étais pas en état. Et je pense qu'ils se sont dit aussi que il valait mieux avoir, pas forcer quelqu'un s'ils sont pas dans une campagne présidentielle, encore une fois, qui demande beaucoup d'énergie. Voilà. J'ai été soutenu par la direction sans problème. Il n'y a eu aucune difficulté. On m'a dit, écoute, ta place est là. Prends le temps qu'il te faut. C'est une année sabbatique. Ce sera une année sabbatique. Et on t'attend. Reviens quand tu seras prêt à revenir. Donc ça n'a pas été une difficulté. Je pensais que ce serait plus compliqué. Et au fond, c'est arrangé rapidement. Et voilà, notamment en question d'organisation de temps, parce que j'ai eu la chance de bénéficier du compte épargne temps. En fait, dans l'entreprise, il y a un compte épargne temps qui était quasiment plein parce que depuis une dizaine d'années, je mettais des congés que j'avais pas réussi à prendre donc sur ce fameux compte. Et ça m'a permis effectivement de tenir financièrement l'année. Enfin, c'était 10 mois en fait, c'était une saison donc de septembre à juin. Donc l'aspect financier est aussi important parce qu'il faut pouvoir vivre, manger, payer l'appartement. Donc voilà, donc ça s'est fait assez facilement finalement. Comment tu t'es senti le premier jour où tu t'es retrouvé finalement sans rien, mais pas non plus en arrêt maladie? Ça s'est fait progressivement parce que au fond j'étais déjà arrêté, donc il n'y a pas eu on va dire un arrêt brutal ou du jour au lendemain plus rien. Au fond, l'arrêt brutal, ça a été le premier jour de la dépression et le jour où j'ai pas réussi du tout à me mettre debout et à sortir du lit. Là, c'était extrêmement brutal, évidemment. Après, l'idée a émergé petit à petit, donc j'ai eu aussi le temps de l'apprivoiser, voilà, de dire bon bah voilà, tu vas avoir une année pour toi, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas pas te sentir complètement à côté de la plaque avec tout le monde qui bosse autour de toi, qui court dans le métro pour faire plein de choses, avec des objectifs, des téléphones qui sonnent. J'avais aussi en tête que ça allait être un changement assez radical de rythme et de vie, mais encore une fois, le fait qu'il y ait eu ce sas entre guillemets de médical, on va dire avant, a fait que les choses se sont faites un peu progressivement. Et puis, du coup, j'ai eu le temps de me faire à l'idée et puis de penser aussi à ce que j'avais envie de faire de cette année et ce que j'allais vraiment en faire, comment j'allais la remplir, vu qu'elle m'appartenait entièrement, vu que j'aurais pu passer un an entièrement enfermé chez moi si j'avais voulu, puisque j'avais aucune contrainte. Et donc, tout ce que j'allais initier, au fond, c'était moi qui était le seul décideur et le seul moteur de ce que j'allais faire de cette année. Donc voilà, donc là, une réflexion s'est enclenchée sur ce que j'avais envie de faire effectivement de cette année. Alors, par quoi tu as commencé justement? J'ai commencé par le Compostelle. Je suis parti, j'ai marché 1 mois et demi. Là aussi, ça s'est un petit peu imposé à moi parce que dans les moments les plus difficiles, dans les mois qui ont précédé, les rares moments d'apaisement que j'arrivais à trouver, nerveusement, émotionnellement, physiquement même, c'était en marchant dans la nature. Et donc voilà, et en discutant avec une amie qui avait fait le pèlerinage, je me suis dit c'est un super projet, je pense que ça me ferait beaucoup de bien. En fait, la boussole de toute cette année, c'était qu'est-ce qui va te faire du bien. Et donc j'ai commencé par là, par Compostelle, et c'était un choix formidable parce que ça m'a fait énormément de bien, donc, et ça a une vraie liberté, il y a une déconnexion totale, une mise à distance de son milieu, de son cadre de vie, de ses relations sociales, amicales, professionnelles. Enfin, il y a une espèce d'extraction directe et de retour à soi dans les choses les plus primaires. Manger, boire de l'eau parce qu'il fait chaud l'été sur les chemins sur les chemins de Compostelle, trouver un toit, laver son linge le soir pour rester propre le lendemain. Voilà, ça a commencé par là et ça a été très très bénéfique pour moi. Alors, une fois que tu es arrivé au bout de ce chemin, qu'est-ce que tu as fait? Au bout de ce chemin, donc on passe beaucoup de temps. Moi, je l'ai fait seul, mais on rencontre beaucoup de gens sur les chemins de Compostelle qui sont aussi dans une démarche
alors pas forcément religieuse ou spirituelle. Moi, j'avais un petit peu cet a priori-là au départ. En fait, on voit beaucoup de gens qui étaient dans mon cas, c'est-à-dire en reconversion ou en année sabbatique ou en changement de vie, en tout cas en remise en cause de ce qu'ils vivent et avec un besoin de poser les choses et de prendre un peu de recul. Donc, on échange beaucoup avec les gens qu'on rencontre, qu'on connaît pas, mais qu'on rencontre au hasard des jours. Donc, beaucoup de réflexions. L'envie que j'avais aussi, c'était de faire les vendanges. Donc, ça a été mon projet suivant. Et voilà. Et sur le chemin de Compostelle, j'ai pris contact avec des vignerons de Bourgogne. Voilà, en leur expliquant que j'étais en année sabbatique et que j'avais envie de faire les vendanges et que ça me ferait du bien. Je précise que j'avais cette envie aussi parce que je suis né, enfin, j'ai grandi en Bourgogne, j'ai des souvenirs aussi d'enfance qui sont liés à ça et de bons moments. Donc voilà, donc une fois Compostelle terminé, on était à la fin du mois d'août. Il y a un petit sas de retour à la vie normale qu'il faut négocier parce que quand on a passé un mois et demi totalement déconnecté, à marcher 20 kilomètres par jour et à être vraiment dans l'essentiel, le retour à la vie un peu, les voitures, les klaxons, les gens qui courent, il y a quelque chose un peu violent. Mais voilà, et donc le projet suivant, c'était les vendanges que j'ai fait au mois de septembre du côté de Beaune, en Côte d'Or. Donc des choses très liées au corps finalement. Oui, des choses à la fois avec le recul, beaucoup de choses liées au corps et à la nature en fait. Le fait de marcher dans l'espace, dans les plaines, d'être dehors beaucoup, d'être lié à la nature, le fait de vendanger. Je suis allé aussi récolter des olives chez mon père qui a une dizaine d'oliviers dans le sud de la France. J'ai fait aussi du woofing dans une ferme en permaculture en Normandie. Voilà, oui, je sentais qu'il y avait un besoin de reconnexion à la fois au corps et à la nature, le besoin d'être dehors, les pieds ou les mains dans la terre, quelque chose de très physique au fond. Ouais. Puis il y a un rythme, hein, j'ai l'impression du coup le rythme de la nature qui est beaucoup plus lent, alors que dans une chaîne info, on est pris toujours par une info qui chasse l'autre, qui chasse l'autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu as ressenti ou... Ben, c'est vrai que sur les chemins de Compostelle et ailleurs, en faisant les vendanges, dans ce woofing, je mesurais à quel point ce que j'étais en train d'expérimenter était à l'opposé au fond de la vie que je menais depuis des années. Bah, du coup, d'être toujours en extérieur, alors ça faisait plusieurs années que j'étais vraiment, on va dire, sédentaire à la rédaction. La question du rythme, évidemment. Quand on est dans une chaîne info, on réagit toujours. La dernière info, il faut toujours être rapide, anticiper. Là, on est vraiment uniquement à l'écoute de soi. On n'a plus forcément d'injonctions ou d'impératifs qui arrivent de l'extérieur. Donc, c'est un renversement un peu complet de la façon de vivre. Il y a une espèce de vide, en fait. Et de ce point de vue-là, oui, c'est vraiment à l'opposé de la vie que je menais les années précédentes, oui. Est-ce que tu es allé aussi dans ces directions parce que c'est des questions que tu te posais par rapport à une reconversion ou pas du tout? Je sentais, j'avais fait avant ce long arrêt, je sentais il y a quelque chose qui tournait plus forcément rond. Et donc j'avais fait un bilan de compétences quelques mois avant. Et voilà, c'était très très instructif, mais j'ai pas eu la réponse que j'imaginais avoir, c'est-à-dire de savoir oui c'est ça, continue, t'es dans la bonne voie, ou au contraire non, c'est la nouvelle voie, c'est ça. Mais en tout cas, ça disait au fond quelque chose et d'un besoin je pense, de changement. Et puis après, les choses ont fait que le besoin de changement s'est fait par la maladie, la dépression, et ensuite après cet arrêt où je me suis, on va dire, retapé. Donc, j'avais pas pensé que ça arriverait de cette manière-là, aussi brutale et aussi longue. Mais oui, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans la façon, en tout cas, dont je vivais avant l'arrêt. Ouais. Et alors, donc, tu as fait du woofing en permaculture. Oui, Ça a duré combien de temps, ça? ça a duré 3 semaines. C'était au mois de novembre. Et je trouvais ça passionnant d'échanger avec
avec ce couple qui tient cette ferme en permaculture. C'était à la fois très théorique et très pratique, c'est-à-dire que voilà, les bottes, on allait chercher les feuilles, récolter les endives, planter des mâches, des choses très basiques et à la fois très théoriques aussi parce que c'est toutes des techniques de culture qui sont pensées. On plante ça à côté de ça pour telle ou telle raison. Voilà, ça a été pour moi très apaisant de se retrouver dans ce jardin en silence, avec les mains dans la terre, on oublie le temps qui passe. Ça, c'était très apaisant et très instructif. J'ai appris beaucoup de choses. On m'a expliqué énormément de choses. Et puis les échanges aussi sur. J'ai découvert Pierre Rabhi, des lectures de Pierre Rabhi sur la sobriété, sur tout le mouvement, on va dire un peu de la permaculture, qui était vraiment une découverte pour moi, mais qui était assez formidable. Ouais. En fait, pendant toute cette période, je me demandais le fond de ma réflexion était de savoir si j'avais toujours envie d'être journaliste ou en tout cas de faire cette profession-là, avec le sentiment que j'étais arrivé peut-être à un bout, fin de cycle. Donc c'est vrai que c'était un peu le fil rouge et donc j'ai suivi mes envies et jusqu'au bout je savais pas si j'allais vraiment reprendre ou pas. Il y avait un point d'interrogation. Ensuite j'ai continué beaucoup de travail personnel aussi en termes de thérapie et puis la méditation aussi. Donc j'ai fait plusieurs retraites en méditation, une dans un centre bouddhiste. Moi, j'avais aucune notion, c'était une pure découverte pour moi. J'ai fait une autre retraite qui était pas du tout dans un centre religieux laïque, mais un peu sur des techniques de respiration, de méditation, de recentrage qu'on peut retrouver dans certaines thérapies. Donc voilà, donc là aussi ça a été une grande ouverture d'esprit et d'apprentissage d'autres choses. Et là aussi relié au fond, alors moins à la nature, mais aussi au corps, à la façon de se recentrer, de se ressourcer, de retrouver une espèce de calme intérieur et de revenir au fond à soi. Donc dans les mois qui ont suivi, beaucoup de travail personnel et de méditation. Ce qui est formidable, c'est d'avoir autant de temps. J'avoue que c'est une chance incroyable et on va vraiment à son rythme. Moi, j'ai passé 10 mois vraiment à être à l'écoute de moi, de ce qui résonnait en moi et ce dont j'avais envie. Donc, il y a tout ce que je viens de te dire, mais il y a aussi beaucoup de lectures. J'ai lu beaucoup de choses différentes qui m'ont fait beaucoup de bien. Moi, j'ai beaucoup nagé aussi. Voilà. Et puis, j'ai continué à avoir des proches, des amis, avec le sentiment d'avoir jamais à regarder sa montre. On part déjeuner, on a le temps, on a l'après-midi devant soi s'il faut et qu'on est en train de discuter avec quelqu'un et que un rapport au temps qui est un vrai luxe et ça fait beaucoup de bien, ouais. Mmh. Et comment tu vivais justement ce décalage entre peut-être des amis qui étaient encore dans leur rythme effréné du travail et toi qui avais le temps? Au départ, je me dis le risque de prendre une année sabbatique, c'était effectivement qu'il y ait un décalage trop fort et que je me retrouve au fin fond de l'hiver, un peu tout seul chez moi dans l'appartement, tout le monde occupé et un peu en mode déprime. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de mon année Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et en fait, ça n'a pas du tout été. Je l'ai pas du tout vécu comme ça. J'ai constaté effectivement que j'étais beaucoup plus disponible qu'eux. Mais bon, du coup, ça pouvait être n'importe quel jour de la semaine, n'importe quelle heure, et je pouvais me rendre disponible. Mais ça n'a pas été, je me suis pas senti à côté ou sur la touche. Peut-être sans doute aussi parce que je savais que c'était un temps donné, que ça durerait pas. Je sais que pour avoir été un temps au chômage, même si ça n'a pas duré longtemps, c'est beaucoup plus angoissant au fond parce qu'on se sent en marge. On n'a pas de boulot, tout le monde en a autour et on a l'impression qu'on fait plus partie du même monde au fond. Là, c'était un luxe incroyable pour moi parce que j'avais un temps, je sais que c'était terminé, je sais qu'il y a une entreprise qui m'attendait à la sortie, donc c'était que du bonheur. Donc j'ai vécu très bien au fond le décalage avec mes petits camarades en disant profite de la chance que tu as parce que tout le monde ne l'a pas et c'est super. Ouais, c'est ça, savourer le moment présent à fond, quoi. Complètement, ouais. Ouais.
Alors, je crois que tu as voyagé aussi un petit peu. Oui, du coup, j'ai bougé pas mal. Je suis allé voir des proches un peu en région, que souvent on n'a pas trop l'habitude de voir, ou pris dans son quotidien. On dit oui, on viendra week-end. En fait, les choses se font jamais. Et puis, oui, je suis allé voir une amie à Londres. On a fait une escapade au Pays de Galles. C'était super. Et puis, je suis parti au Brésil aussi. C'était un vieux rêve, aller dans l'état de Bahia. Et voilà, je suis parti avec mon sac à dos, avec voilà, deux bouquins, un carnet, un stylo et le temps pour moi et les yeux pour regarder et admirer. Donc ça aussi, c'était une super expérience. Voilà. Comment s'est passé le retour ensuite? Le retour, c'est assez bien passé. C'est-à-dire qu'arrive là un moment, plus on approche de la fin, plus il y a une forme de compte à rebours où on projette plus vraiment de choses parce qu'on sent que c'est fini. Donc, arrivé à un moment, à la toute fin, alors s'il y avait eu encore 6 mois, j'aurais projeté sur 6 mois, j'avais encore de la marge, j'ai encore plein de choses à faire. Mais quand on arrive vraiment au bout, au fond, moi j'avais hâte presque de remonter sur le cheval, entre guillemets, et de reprendre le cours de mon activité professionnelle, parce que je sais que voilà, que la fin était donnée, et que j'avais envie d'être dans quelque chose de nouveau qui démarre et pas dans quelque chose qui s'achève. Au départ, c'est un petit peu brutal, on va dire, parce qu'en termes de rythme, encore une fois, il y a un tel décalage, la concentration, les amplitudes horaires, hyper stimulé, avoir 1000 choses en tête en même temps. Ça fait beaucoup au début, c'est un peu on va dire que les 15 premiers jours sont un petit peu durs. Mais ça s'est bien passé. J'étais content de reprendre, content de revoir mes collègues. J'étais hyper bien accueilli. Ils étaient contents de me revoir. Donc, c'était assez confortable au fond parce que je retournais dans une structure que je connais bien, que j'aime bien. Et donc, les choses se sont faites assez douce, enfin, naturellement et de manière très douce. Ouais. Ça a été facile de retrouver ta place au sein de la rédaction, de reprendre tes marques. Oui, oui, complètement, complètement. Tu aurais pu reprendre le même poste qu'avant ou c'est toi qui as demandé à changer? Non, j'ai demandé à changer. C'est vrai que dans toute ma réflexion sur qu'est-ce que je fais après, j'ai pas eu de révélation. J'ai pas voulu devenir permaculteur à temps plein. J'ai pas voulu devenir prof de méditation, de yoga ou même vigneron. Et donc au fond, je me suis dit non, t'as toujours ce goût en toi pour l'info, cette forme de curiosité, de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. Donc, j'y suis revenu assez naturellement. Après, c'est vrai que j'avais pas du tout envie de revenir là où je m'étais arrêté et j'avais besoin de faire autre chose, toujours dans le même métier, mais autre chose. Donc là, il y a des discussions qui se sont engagées. Et c'est comme ça que on m'a proposé donc de m'occuper de la matinale. Donc il y a un rythme de vie un peu différent parce que moi je travaille le soir maintenant en amont pour le lendemain. Donc c'est une gymnastique différente. C'est la matinale, donc c'est multithématique, on va dire. Alors qu'avant j'étais au service politique, donc c'était beaucoup plus anglais, beaucoup plus ciblé. Donc ça a l'air de rien comme ça peut-être vu de l'extérieur, mais à vivre c'est un changement assez net. En termes de matière, en termes de gymnastique intellectuelle pour préparer des tranches d'infos en matinale, en termes de rythme de vie, le fait d'être en amont, je travaille pour le lendemain, donc il y a une forme de délai au fond entre ce qu'on fait où il faut anticiper pour le lendemain, mais on n'est plus dans la réaction forcément de l'immédiateté voilà, quand on est tout de suite sur la balle. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est un exercice différent pour moi et je m'y retrouve très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette année sabbatique? Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a aidé à retrouver un équilibre, je pense clairement, entre vie privée et vie professionnelle au fond. Je pense qu'avant cette coupure, la vie professionnelle était trop envahissante pour moi, elle avait pris sans doute trop d'espace, pas uniquement dans le temps consacré, dans le temps consacré évidemment, mais
aussi d'un point de vue peut-être plus d'investissement personnel, symbolique. Voilà, peut-être je mettais trop de choses dans ce domaine de vie, on va dire, au détriment de beaucoup d'autres. Voilà, c'est peut-être ça que j'ai payé un peu cash l'an dernier. Voilà, et cette année sabbatique, elle m'a permis de me retrouver. Alors, ça fait très cliché, mais c'est vrai, en fait, de prendre mon temps, de m'écouter, d'apprendre à être beaucoup plus en phase avec moi, avec ce que je ressens, ce que physiquement, ce que je pense, ce que je ressens émotionnellement, de ralentir, de prendre, être plus équilibré, de voir les choses différemment, et même dans ma façon de travailler, dans mon rapport au travail, même si je suis investi, même si c'est exigeant aussi, mais je sens que je vis les choses différemment intérieurement. C'est peut-être difficile à expliquer, mais en tout cas, mon rapport à moi, mon regard sur moi et sur mon rapport au travail a clairement évolué en un an, quoi. Et ça, grâce au temps et au recul que m'a permis d'avoir cette année sabbatique, parce qu'au total, je me suis arrêté quasiment 15 mois. C'est vrai que ça fait une grosse Grosse coupure. Ça veut dire que tu nourris plus aujourd'hui ta vie personnelle d'autres choses? Oui, c'est-à-dire que maintenant j'ai le sentiment que j'ai deux vies au fond. J'ai une vie professionnelle qui est importante pour moi, qui me plaît, qui me prend du temps, clairement. Mais j'ai aussi des centres d'intérêt que je cultive. C'est pas que j'avais pas de centre d'intérêt avant, mais ils étaient un peu occultés par la dimension professionnelle. Là, j'ai des projets perso, faire des choses à côté, continuer à m'enrichir sur d'autres thématiques qui me sont propres, qui m'intéressent particulièrement et qui sont pas forcément liées à mon activité professionnelle. Voilà, j'arrive beaucoup plus à faire la part des choses entre les deux. Ouais. Comment tu envisages la suite? Est-ce que tu reprojettes une année sabbatique dans 10 ans? Oh, pour l'instant, j'ai pas de projet sur 10 ans, de plan de carrière. Pour l'instant, non, mais je me dis pourquoi pas. En fait, je prends les choses un peu plus au jour le jour, au fond. Là, j'ai commencé un nouveau poste qui me plaît. En plus, dans mon activité, on revoit un peu de saison en saison parce que les choses se refont à chaque fois. Les grilles de rentrée vont de septembre à juin, donc à chaque fois il y a la possibilité de changer si les choses vont pas. Donc là, je me donne une année, je verrai où je serai dans une année. Peut-être ça me plaira toujours dans un an. Peut-être j'en aurai marre ou j'aurai envie d'autre chose. Ou je me projette pas du tout. Enfin, je me projette toujours dans la même entreprise et dans le même on va dire dans le même secteur d'activité, mais je prends beaucoup plus les choses comme elles viennent et voilà, et on verra dans un an en fonction de mes envies, est-ce qu'elles sont toujours là, si elles sont plus là, qu'est-ce que je peux faire d'autre, est-ce qu'il y a des envies à moi qui peuvent correspondre à d'autres besoins de l'entreprise ou pas, je verrai ça le moment venu, mais je me projette beaucoup moins en fait. Et je pense que j'ai gagné ça aussi. Je pense que cette année sabbatique m'a permis de gagner ça aussi, d'être beaucoup plus détaché d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va voir les choses comme elles viennent, et si c'est plus ça, ben ça sera autre chose et ça sera bien aussi, et d'être moins peut-être arc-bouté sur le poste, et il faut y arriver absolument et tenir coûte que coûte, et voilà, je pense que j'intègre plus aussi les dimensions de bien-être et de plaisir. Et voilà, pour l'instant, j'ai retrouvé du bien-être et du plaisir au travail, chose que j'avais perdue dans les mois qui ont précédé l'arrêt. Donc ça, c'est un peu ma boussole. Et tant que c'est là, c'est bien. Et le jour où ça sera plus là, ce sera le moment de re-regarder la boussole et de voir de quel côté elle m'indique pour voir ce que j'ai envie de faire pour la suite. Donc voilà, donc je suis beaucoup moins dans la projection et beaucoup plus dans oui, enfin, jour le jour, non, parce qu'on se projette sur une année. Enfin, quand on s'engage auprès d'une rédaction, le deal, c'est que je tiens mon poste jusqu'à l'été prochain. Mais voilà, prochaine étape l'été prochain, on refera un bilan d'étape et puis on verra à ce moment-là ce qu'il en sera. Mais je me projette beaucoup moins à 5, 10 ans. Voilà, c'est beaucoup plus détendu
à ce niveau-là aussi, et ça participe. Enfin, je disais changement de regard et changement de rapport au boulot. Là, je le mesure aussi dans cette façon de réfléchir et de voir les choses, quoi, qui n'était pas exactement comme ça avant. C'est ça, du lâcher prise, de la flexibilité finalement aussi. Ouais, plus de flexibilité, plus de liberté, peut-être plus de place à l'imprévu, accepter que les choses évoluent et que on sait pas forcément dans quelle direction on ira, pour combien de temps, et que ça fait partie du jeu et de l'intérêt du parcours, quoi. Quel conseil tu donnerais justement à ceux qui sont un peu dans cette réflexion dans laquelle tu pouvais être avant, prendre une année sabbatique? Moi, mon expérience me fait dire que que ça m'a fait un bien fou. Encore une fois, c'est particulier parce que c'était pas du tout dans mon logiciel avant, et j'ai été un peu contraint. La vie m'y a amené, et elle avait sans doute raison de m'y amener parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Je me dis que si d'autres se posent la question, c'est que peut-être il y a quelque chose à creuser et qu'il y a un besoin là. Moi, je le conseillerais à tout le monde parce que ça ouvre d'autres horizons, d'autres espaces, ça ressource vraiment. Enfin, ça nourrit de mille manières, et dans les lectures, dans l'ouverture, dans le rythme. C'est un changement assez radical, mais que moi je conseille parce qu'il m'a fait beaucoup de bien. Après, il y a 1000 années sabbatiques, on peut la faire un peu comme moi, un peu plus en mode introspection et changement, on va dire, personnel. Il y en a qui font des tours du monde. Moi, c'était pas du tout. J'ai fait quelques voyages, mais j'avais pas du tout en tête l'idée de faire un tour du monde. Moi, c'était plus, j'avais besoin de me retrouver. Voilà, mais je pense que c'est de toute manière un enrichissement, d'abord personnel pour soi, et qui ensuite, dont on peut tirer aussi tous les bénéfices après, une fois qu'on reprend une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, qu'on reprenne au fond ce qu'on faisait avant, et pourquoi pas si on y est très bien, ou si on fait autre chose, parce que cette expérience et ce temps libre nous aura amené vers autre chose. Mais je pense que on est de toute manière, quelle que soit l'issue, et on la connaît pas évidemment avant, sinon ce serait pas drôle. Mais quelle que soit l'issue, c'est forcément un investissement gagnant et un investissement pour soi. Et c'est quelque chose évidemment je pense, de fort, parce que dans le monde professionnel où on donne beaucoup, et qui peut être parfois très chronophage, qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de charge mentale. C'est une espèce de bouffée d'oxygène et de temps pour soi qui fait beaucoup de bien, ouais, vraiment. Donc moi je dirais allez-y si vous avez cette possibilité, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, notamment parce que financièrement il faut pouvoir subsister à ses besoins pendant plusieurs mois sans ressources, en tout cas sans celle de son travail, mais ça fait un bien fou, ouais, clairement. Ça s'entend en tout cas à ta voix. Tu parlais pas mal de livres. Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué pendant cette année? Alors c'est dur parce que j'en ai beaucoup lu, avec tout le temps disponible qu'il faut malgré tout bien combler, parce qu'on a un an devant soi et que j'ai beaucoup lu. Parmi les lectures, il y a l'éloge de la lenteur. Ça rejoint effectivement, c'est un des premiers que j'ai lu, de Carl Honoré, qui parle justement de la lenteur dans tous les domaines de la vie, que ce soit les bienfaits de la lenteur dans les rapports humains, dans la construction des relations entre les personnes, dans le travail, quand on cuisine, c'est passionnant. L'éloge de la lenteur de Carl Honoré, je conseille vraiment. Et puis, c'est difficile de faire des choix parce que j'ai lu beaucoup de choses sur la natation, sur la méditation. J'ai lu beaucoup de choses sur les choses que je faisais, en fait, sur la permaculture, mais peut-être j'ai un fait pour les bouquins de Charles Pépin. La joie, la confiance en soi, les vertus de l'échec. Voilà, je trouve que c'est des bouquins qui sont très nourrissants et qui donnent à réfléchir sur soi, sur son rapport à soi et son rapport au monde. Et je pense que quand on est dans une année sabbatique où c'est propice justement à un petit moment de retrait, un petit moment de réflexion et de réajustement de soi par rapport à tout ce qui nous entoure, ces livres m'ont fait beaucoup de bien. Ouais.
Super. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites ajouter? Non, le mot de la fin, je dirais à ceux qui hésitent d'y aller. Moi, j'ai hésité aussi parce que ça me faisait un peu peur d'une certaine manière. C'était tellement investi, tellement pris dans le boulot, ça représentait tellement de choses que l'idée du vide était un petit peu vertigineuse pour moi. Donc, il peut y avoir peut-être une inquiétude ou un frein par rapport à ça. Et en fait, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir aussi en dehors du boulot. Et voilà. Que ceux qui hésitent se jettent à l'eau parce que je suis sûr que ils trouveront beaucoup de bien pour eux et que ça changera sans doute beaucoup de choses pour la suite. Merci beaucoup pour ton témoignage, en tout cas, qui est très inspirant. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.